Alors, comme je crois qu'on peut penser et marcher en même temps, on pourrait peut-être commencer. On ne veut pas retarder uniquement les travaux. Tout d'abord, merci de l'invitation. Je crois que c'est important, dans les temps qui courent, de se serrer les coudes autour de l'urgence de penser. Je dis bien l'urgence de penser parce que l'empressement à s'ajouter, lui, c'est dans l'air du temps. Et il ne s'agit pas pour mener et relancer le combat de l'indépendance. Il ne s'agit pas de se comporter comme des veaux désaités. Il faut au contraire faire un exercice de lucidité le plus exigeant possible. J'ai entrepris de faire dans une série de textes qui sont les 4 derniers éditoriaux de l'Action nationale et à l'invitation de Claude Larito, je vais vous faire part des éléments d'analyse qui ont lancé ce travail-là, qui est un texte paru en avril de la revue et qui s'intitule « Reprenons dans le bonheur ». C'est un texte qui essayait d'aller au-delà de la situation post-électorale pour comprendre quel était le sens et les possibles de la conjoncture que le résultat électoral venait dévoiler et non pas inaugurer. Premier constat, et il me semble que c'est une donnée de base, le résultat de l'élection a consacré une chose fondamentale, dure, cruelle à accepter. Le Parti québécois, les indépendantistes, ont vécu là l'avortement de la conjoncture post-référendaire. C'est une révision stratégique avortée qui a conduit au résultat que l'on sait. Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est dur à admettre, mais il faut regarder les choses en face. Les indépendantistes ont perdu l'initiative historique. Ils avaient réussi à reconquérir de haute lutte, en gros, à partir de 1989. Et ils ont gaspillé la conjoncture de 1996 au lendemain du référendum volé. Ils l'ont véritablement gaspillé. Et ce n'est pas une affirmation ni amère, ni fondée sur le ressentiment. C'est le constat fait par nos adversaires eux-mêmes. Le comité sénatorial qui a précédé la commission Gomery avait révélé que dans les travaux du gouvernement du Canada de février 1996 à sa réunion de son cabinet, Jean Chrétien et ses sbires avaient acquis la conviction que la conjoncture était très favorable aux indépendantistes et ils étaient certains que Lucien Bouchard lancerait une campagne référendaire dans l'année qui suivait. C'est parce qu'ils avaient cette conviction qu'ils ont mis le pied sur l'accélérateur et relancé le programme des commandites et entrepris, mais de façon plus décidée, plus sournoise et plus violente que jamais, de déstabiliser les finances publiques du Québec. L'ineffable Marcel Massé l'avait dit, on va les mettre à genoux et quand dans la santé ça va aller mal, les gens vont reconnaître que c'est grâce à Ottawa qu'on peut bien vivre au Québec. Donc, une révision stratégique ratée, essentiellement ratée par un mauvais calcul, une mauvaise lecture de la situation, et en même temps aussi par un refus ou une incapacité, je m'intéresse qu'au résultat, de s'amender en cours de route. La chose a déraillé complètement à l'élection de 2003. Le taux d'abstention a été brutal et un choc pour tout le monde. Et au lendemain de ce premier coup de gong, était lancée l'opération Saison des cités. À l'évidence, nous savons maintenant, c'était une mesure de diversion, une stratégie tactique occupationnelle pour éviter
ce qui se produit depuis, c'est-à-dire l'effilocage de la motivation, la démobilisation. Or, à la surprise générale du Parti québécois, ou du moins de bon nombre de ses dirigeants, l'exercice a été pris au sérieux. Si vous reprenez maintenant, et c'est des documents qui ont vieilli, mais c'est effrayant, reprenez les documents qui ont été distribués à cette occasion-là par le parti, rien, moins que rien, pas de substance là-dedans. Or, ce qui s'est passé, c'est que, comme toujours, même si ce parti est dominé par des villes militaires, ce sont les indépendantistes qui le font vivre. Et il s'est avéré que, sur le pourtour du parti, l'enthousiasme a pris pour ce qui était de la revision stratégique de l'ensemble du positionnement du mouvement indépendantiste. Et il y a eu, sur le pourtour du parti, beaucoup d'activités, beaucoup. Le RIC, l'Action nationale, le mouvement d'une élection sur la souveraineté, ce qui est devenu là, il y a eu plein de gens qui ont bougé et qui ont produit énormément de matière. En gros, 4 thèses se sont campées relativement tôt, dont vous ne trouverez à peu près pas trace dans les démocraties, évidemment. 4 thèses. La première, une aile conduit le débat en disant il faut revenir au programme initial du PQ avant celui de 1974 sur l'égalisme. La deuxième thèse qui lève tranquillement, c'est celle de l'élection référendaire, où on soutient que 51% des voix donnent un mandat pour procéder à l'indépendance. Une troisième tendance, celle du pacte électoral, je crois que les gens du RIC ici y ont beaucoup contribué, cette idée que, entre les partis, puisse se camper une posture d'union sacrée pour la nation. Et finalement, une quatrième thèse à laquelle j'ai contribué, qui tourne autour de l'idée d'abandonner le référendum consultatif et de procéder à un référendum de ratification de la Constitution du Québec indépendant. Je passe rapidement. Ces 4 thèses-là vont pendant toute une année faire la véritable saison des idées, mais à la marge du parti. Et elles ont toutes en commun. Et vous pouvez, je vous réfère à un numéro spécial que l'Action nationale avait consacré à la préparation du congrès d'orientation qui s'appelle « Passer aux actes », un immense numéro qui est d'une actualité troublante. Le temps passe la peine, on se répète écrit ailleurs. Essentiellement, au travers de ce foisonnement d'options, 3 idées fortes qui traversent les divergences entre les militants. La première, la partie n'est plus jouable comme elle se pensait. Elle n'est plus jouable dans les termes antérieurs. La réaction de l'État canadien, sa stratégie avec C20, avec l'Union sociale canadienne et une série d'autres mesures, faire en sorte que se lancer dans une campagne référendaire consultative, c'est de se condamner à toutes les manipulations et de s'en aller sur le but. Deuxième idée qui ressort très clairement de tous ces débats-là, c'est que il faut désormais associer le mandat et l'élection. Il faut que la campagne électorale soit le lieu où, sur un engagement ferme à travailler selon des modalités sur lesquelles il y a eu toutes sortes de discussions, à enclencher la réalisation de ça. Donc, il y a eu, dans cette deuxième idée, une série de travaux et de signaux qui ont été renforcés eux-mêmes par le parti et le gouvernement, notamment des études de François Legault, qui montrent qu'il n'est plus possible de gérer la province de Québec, que le gouvernement du Québec n'a plus les moyens de ses responsabilités avec les mandats et les ressources que Ottawa lui laisse. En conséquence, cette idée revient continuellement. Et Bernard Landry lui-même l'avait beaucoup nourri, il se promenait partout en disant qu'il manque 50 millions par semaine pour faire le budget de la province. Donc l'idée qui revenait tout le temps, c'est est-ce qu'on va demander un mandat pour gérer notre propre asphyxie. Troisième idée force qui ressort à ce moment-là, il faut cesser de différer le passage à l'acte. En conséquence, cette idée, c'est de dire on ne peut pas réduire l'action politique à une vaste campagne de pédagogie. L'action politique, ça se fait en mettant sur la table des politiques qui créent
les conditions de ralliement. Ces politiques-là, ce sont des politiques qui incarnent l'intérêt national, quitte, bien entendu, à cristalliser l'affrontement avec le gouvernement canadien. Ce sont des idées fortes, et depuis ce temps, il y en a d'autres. Elles sont encore dans le paysage, elles façonnent pour l'essentiel les débats actuellement, à cette différence près, bien sûr, que maintenant, le choix du Parti québécois est fait. Parce qu'essentiellement, au congrès de 2005, où Bernard Landry est démissionné, nous avons assisté à une opération de très fort consensus de la part de l'establishment du parti pour tout mettre en œuvre pour ne pas remettre en cause l'étapisme. Le fondement de l'action politique telle que la conçoit le Parti québécois, c'est l'étapisme, le référendisme. Et il a toute la dynamique du Congrès de bien illustré. Il était devenu synonyme, et il est encore dans la tête de beaucoup de péquistes synonymes, accession de souveraineté et référendum, c'est la même affaire. Vous enterrez un, vous enterrez l'autre. Il fallait résister farouchement à la remise en cause du cadre stratégique. Je ne plaide pas pour une option en particulier, même si une bataille sur une de ces positions-là, mais ce que je constate par ailleurs, c'est que, au fond, ce qui a triomphé, c'est un point de vue qui a imposé l'étapisme comme horizon indépassable. Et c'est ce qui a, assez curieusement, lancé le Congrès dans une dynamique de radicalisation délirante, on l'a revu ensuite avec Poitiers, c'est cette idée du référendum le plus tôt possible. Et encore une fois, deuxième élément fondamental, la dissociation du mandat et de l'option, avec cette idée qu'il fallait s'appareiller pour le virtuel. Donc, un référendum le plus vite possible pour commencer à parler de ce qu'un jour on fera comme pays. Donc, c'était le programme sur lequel, par la suite, s'est fait la campagne du leadership à la suite de la démission de Bernard Landry. Et tout le monde a encensé ce programme dans un calcul cynique et absolument immoral. Il faut fâcher que ceux qui ont tenu cette ligne-là aient été durement sanctionnés par les électeurs en certains cas. Ce résultat électoral, donc, aura été moins qu'une radicalisation qu'un paroxysme. Au fond, la feuille de route avec laquelle ils ont essayé de faire une campagne électorale a été une espèce de condensé de toutes les contradictions de cet aggiornamento raté. En dépit du nouveau leadership, la même contradiction reste. C'est-à-dire, quel est le sens du mandat que sollicite un parti qui prétend avoir la souveraineté comme option? Il est évident que l'abandon de l'échéancier référendaire relevait du sens commun pour un grand nombre d'indépendantistes. Et il n'y avait rien là de particulièrement choquant. Ça paraissait même une idée farfelue pour beaucoup de gens. Le problème, évidemment, c'est que le maintien du référendum consultatif comme mécanisme d'enclenchement de l'accession, d'enclenchement du processus d'accession à l'indépendance, fait en sorte que le PQ est resté référendiste jusqu'au trognon. Et l'abandon de l'échéancier référendaire pose le problème entier, encore une fois. Non seulement de la signification d'un étapisme sans étape, mais aussi du sens du mandat. En quoi peut-on se démarquer quand, comme parti et comme gouvernement, nous avons, à plusieurs reprises, fait la démonstration que le Québec était plus gérable dans le sens de ses intérêts nationaux. C'est pas moi qui l'ai écrit, là, c'est François Legault qui a fait ses savantes études. Ou bien, il y avait un bluff à ce moment-là, ou bien il y en a un maintenant, là. Soyons sérieux. Il faut de la cohérence dans la définition de la situation. Or, c'est là que nous en sommes. Nous sommes dans une difficulté considérable où l'étapisme sans étape nous condamne à solliciter un mandat onirique, à rêver du pays. Le problème, c'est que la situation réelle du Québec, c'est que Ottawa
à déployer des moyens faramineux pour déconstruire notre cohésion nationale. Et ça marche. Vous pouvez allier les crises, financement des universités, dans la santé, dans la forêt, l'éducation postsecondaire, sur tous les sujets, la maison brûle. Pendant ce temps-là, on va rêver. Non, les travailleurs forestiers ne veulent pas rêver, ils veulent que ça marche. Les universités, on est en train de sacrifier du calme plutôt que de revoir un mode de financement qui surpondère de manière inéquitable le financement des universités anglophones. Pendant ce temps-là, on va rêver qu'un jour, peut-être. Non, non, ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. L'électorat ne suit pas, d'ailleurs. Le décrochage civique s'accélère. Il n'est pas dit non plus que la migration du vote du PQ vers la PQ est arrêtée. On n'en sait rien pour l'instant. Mais ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'il ne suffira pas de programme d'intention. Et il faut, et c'est là qu'est la grande difficulté collective des Québécois, de se rapporter avec une définition de la situation qui est à la hauteur des défis qui pèsent sur notre société, sur laquelle des forces de dislocation sont à l'œuvre. Et elles le sont de manière de plus en plus sournoise et brutale. C'est le cas, par exemple, de la déstructuration de notre économie. C'est invraisemblable qu'avec ce qui se passe dans le manufacturier et avec les difficultés que rencontrent nos PME pour s'ajuster à la libéralisation des échanges, qu'Ottawa continue de se traîner les pieds. Ça les arrête. Mais nous, on va demander un mandat pour gouverner ça, là. Il y a quelque chose qui cloche. Le problème, bien sûr, c'est que la définition de la situation en fonction des intérêts nationaux est de plus en plus difficile à faire. Elle est dominée par un univers médiatique qui non seulement prône le statu quo, mais contribue à déréaliser l'expression même de nos intérêts. Et nous nous retrouvons dans une situation où une campagne de propagande permanente sert maintenant à instrumentaliser le nationalisme défensif. Ça, c'est fondamental. C'est ce qu'ont compris les conservateurs. Sachant bien que les forces de dislocation créent dans la société des inquiétudes et des anxiétés, ils ont décidé de capitaliser là-dessus et de les utiliser. Et les utilisant, ils peuvent toujours compter, bien entendu, sur une cinquième colonne d'arrivistes. Ça, historiquement, nous n'en avons jamais manqué. Mais plus encore, c'est pas juste des notables qui sont prêts à vendre leur mère à crédit travaux techniques des orphelins et qui vont se relever derrière le renouveau des conservateurs. C'est le fait qu'ils vont prétendre que se faire payer en monnaie de simple, c'est de s'enrichir. Et nous sommes dans une situation où le refus de toute la classe politique de nommer les choses correctement est en train de discréditer le politique lui-même. On pourrait en parler longuement, mais l'anecdote de cette semaine est fabuleusement éloquente. Le pouvoir fédéral de dépenser dans cette motion, dans cette intention qu'a déposée Stephen Harper à Ottawa, c'est une blague, c'est une gigantesque imposture. Tout le monde le sait, même les éditorialistes s'en sont aperçus. L'Assemblée nationale du Québec a passé la semaine à débattre de ça, pour trouver le moyen de ne pas se mettre d'accord. Ils sont enfermés et instrumentalisés dans la politique du simulacre. Les libéraux et la DQ, parce qu'ils sont des inconditionnels du Canada et que jamais ils ne vont poser de seuil de rupture. Ils vont se contenter d'une rhétorique de protestation, des faiseux du poids. Et les péquistes, littéralement, parce qu'ils ne savent plus où ils s'en vont, on les sent en plein désarroi, ne sont plus capables de proposer une lecture alternative. Devant cette situation où c'est l'ensemble du paradigme politique
qui est en train de basculer. On voit naître un peu partout toutes sortes de mouvements d'impatience, des mouvements d'organisation, création de partis, de regroupements, etc. C'est évident que dans une situation de transition comme celle-là, ça pose à la fois la difficulté et les dangers réels du factionnalisme, on le sait, mais ça pose également la politique indépendantiste dans un autre espace. Le PQ est en train de découvrir, désormais, il ne sera plus en dialogue avec lui-même. Les débats sur l'indépendance se faisaient auparavant entre factions à l'interne. Ils vont désormais, que le PQ le veuille ou pas, s'inscrire désormais dans un autre espace, celui du pacte, celui de la coalition, quelle que sera la forme que prendra l'organisation ou la désorganisation du mouvement indépendantiste. Il est évident que les années qui viennent vont nous placer devant une nécessité historique extrêmement dure. Rendez-vous compte qu'il y a 2 ans à peine, les indépendantistes sonnaient les trompettes pour toutes les tribunes pour nous dire qu'en 2008, l'indépendance était à portée de main. Nous allions célébrer le 400e anniversaire de Québec dans la démocratie. Ben, on va célébrer le Canada en 2008, bilingue, avec un maple leaf sur le haut de l'hôtel de ville. C'est là où nous en sommes. Et il est évident, à mon sens, que nous allons avoir, au cours des 2 prochaines campagnes électorales, un travail considérable à faire sur la redéfinition de la situation. C'est d'abord le préalable. Et tant que nous n'oserons pas poser la question de la gouvernance du Québec avec les moyens que le Canada lui laisse, nous nous condamnons